Réunis à huis clos 2 jours durant à Metz, les ministres de l'Environnement du G7 ont présenté lundi leurs conclusions. En réponse aux cris d'alarme de l'ONU sur la disparition à brève échéance d'une espèce sur 8, les pays les plus industrialisés du monde ont adopté une charte dite de Metz pour la biodiversité. C'est la première fois qu'à l'échelle internationale, on est capable de dire clairement, précisément, voilà, telle et telle activité humaine, telle et telle dégradation liée ici à l'urbanisation, là à une agriculture intensive, à la déforestation qui finit par réduire la biodiversité. Comme on a été capable il y a quelques années de faire prendre conscience de l'enjeu du climat, il faut aujourd'hui faire prendre conscience de l'enjeu de la biodiversité. 5 pages sur lesquelles les pays du G7, la Commission européenne et les 7 pays invités s'engagent à intensifier leurs efforts pour préserver la biodiversité. Un texte non contraignant et sans aucun objectif chiffré. Pour relever ce défi mondial, les signataires souhaitent encourager les financements privés. Si on ne veut pas que la COP15 à venir en Chine soit et reste simplement un accord de papier, alors il faut que les acteurs économiques montent à bord. Et pour ça, il faut que nous mettions en place le cadre qui doit nous permettre de mobiliser de façon massive de l'argent privé pour qu'il soit redirigé vers des projets qui sont bons pour la planète. Comptant sur le volontarisme de tous, ce G7 de l'environnement servira de base de travail au G7 de Biarritz. Malgré des divergences persistantes avec les États-Unis autour de la réduction des gaz à effet de serre, le consensus se dessine enfin autour de la nécessité d'agir. Je suis heureux qu'on puisse retenir pour l'histoire la charte de Metz de la biodiversité, parce que ça correspond à un souci que nous avons permanent de préserver cette richesse qui est la nôtre. Et aujourd'hui, ce sont des accords internationaux, mais qui ont eu lieu à Metz. Et c'est quand même un moment pour nous qui est important et qui est marqué d'une pierre blanche. En attendant des mesures concrètes, l'empreinte carbone de ce sommet, équivalent à 500 tonnes de CO2, sera compensée par la plantation de 1800 arbres sur la métropole messine. Ce matin, à l'îlot de la Méno, Geoffrey vérifie l'état de ses petits pois. À première vue, tout va bien, malgré le retour du froid. Mais de mémoire d'agriculteur, ce froid n'est pas exceptionnel. Les seins de glace approchent. Qui ça ? Pancras, Boniface, Sophie, Urbain et leurs camarades. Du 11 au 25 mai, ils arrivent généralement avec leur lot de vent, de gel et de froid. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. Alors légende urbaine ou réalité, Geoffrey a sa propre interprétation. C'est une réalité historique qui s'est constatée depuis toujours. Finalement, je pense que si on cherche un peu dans la littérature, on peut aller loin avec ces seins de glace. Est-ce que ça va tomber les 14, 15, 16 ou alors à la Sainte-Sophie ? Personne ne peut le prédire. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que ça peut arriver chez nous. On est sur un climat semi-continental. On peut avoir des entrées du nord avec des vents polaires pratiquement à cette période de l'année. Mais si le phénomène est connu des producteurs, il n'en reste pas moins dangereux pour les fraises et les asperges qui pointent. Alors pour les protéger, quelques précautions sont de mise. Voile thermique, arrosage à 12 degrés, culture sous serre, autant de stratégies utiles aux maraîchers. Samedi, effectivement, le risque était important. Je ne savais pas à quelle heure me lever la nuit pour aller contrôler. Et je me suis souvenu que j'avais effectivement loué une sonde pour cette année pour ma culture de tomates que j'ai pu installer dans les fraises. Donc en fait, cette sonde, elle relève toutes les 10 minutes quand la température est en dessous de 5 degrés et envoie des alertes sur un seuil qu'on a prédéfini. Donc moi, je lui ai demandé de me réveiller à 0,5 degrés, le temps d'enfiler les bottes, de sortir dans le champ et d'allumer l'irrigation. Alors par chance, j'ai pas eu besoin de sortir. Les températures ont plafonné à un minimum de 1,8, 2 degrés. Donc on n'a pas eu ce risque-là. Mais effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mal nécessaire pour nous producteurs de céder de la technologie qui est quand même là pour ça, quoi. La production maraîchère s'annonce donc plutôt bien par ici, même si elle est ralentie par les conditions météorologiques. Geoffrey n'en oublie pas le dicton pour autant. Saint-Servais, Saint-Pancras et Saint-Mamère font à 3 un petit hiver. Ce hérisson a été mordu par un chien et amené au centre de réhabilitation et de sauvegarde régionale de la faune sauvage pour être remis sur pattes. Il a une grosse plaie au niveau du museau. On prodigue des soins quotidiens et voilà, pour essayer de le stabiliser.
Donc jusqu'à présent, ça va bien. Donc normalement, d'ici une quinzaine de jours, ils devraient pouvoir retrouver la liberté. Le Cresserelle est situé à Soulaines. Ce centre a pour mission de récupérer et de soigner la faune sauvage en détresse. Près de 80 espèces différentes sont accueillies ici. Hier, on avait des chouettes hulottes, un hibou moyen-duc. Ils sont partis, ils ont été transférés en Alsace. La période bébé va arriver, donc les bébés hérissons, les petits oiseaux. Tous les jours, ça change. On accueille 75% d'oiseaux, donc c'est vraiment la grosse majorité de notre activité. Essentiellement des rapaces, diurnes, nocturnes, qui sont souvent victimes de collisions avec les véhicules ou d'affaiblissement. Et chez les mammifères, les hérissons. Voilà, l'année dernière, 163 hérissons accueillis pour notre première vraie année de fonctionnement. Car le lieu a été officiellement reconnu centre de sauvegarde il y a peu, en 2018. On est les seuls habilités en France, il n'y a personne d'autre, ce n'est pas les zoos, ce n'est pas les vétérinaires, ce sont les centres de sauvegarde, donc une réglementation très particulière. On est les seuls habilités à récupérer les animaux, les soigner et les élever. Il n'y avait aucune structure en Champagne-Ardenne, donc ce qui faisait que parfois les gens les soignent eux-mêmes, donc en déni total de la réglementation, donc avec des protocoles inadaptés. Et parfois, les délais de prise en charge étaient tellement longs que les animaux, malheureusement, mouraient juste pendant le transfert. Donc il y avait vraiment un besoin de créer un centre de sauvegarde en région. Pourquoi Soulaines? On a pu se poser la question. En fait, c'est qu'on est tout simplement bien placé entre le lac du Der, le lac de la Forêt d'Orient. On est quasiment limitrophe de 3 départements. On accueille très facilement les animaux de Reims, Langres, Troyes. Enfin, voilà, c'est maintenant un grand territoire. Donc on est vraiment un centre régional. Après avoir été soignés, les animaux sont aidés à se réadapter. Dans quelques semaines, 16 box et 12 volières verront le jour et permettront une phase de transition entre ici et leur milieu naturel. L'objectif principal du centre est la remise en liberté de tous les animaux. C'était la partie qui nous manquait. Le relâcher des animaux se fait de manière très progressive. Donc pour éviter l'imprégnation, donc une fois qu'ils sont sortis de l'infirmerie, ils arrivent très vite dans les box, donc cette phase un peu de tampon. 3 soigneurs travaillent ici à temps plein, épaulés par des vétérinaires et un solide réseau de bénévoles. L'an dernier, le Cresserelle-aux-Bois a pris en charge plus d'1 millier d'animaux. Ils sont venus nombreux malgré les averses annoncées samedi matin. Rendez-vous au Petit Gravier à Saulxures-sur-Moselotte pour rejoindre 3 km plus haut la ferme auberge des Pranzières, accompagnée des vaches vosgiennes de la famille Vaxelaire. On appelle ça une migration périodique, plus connue sous le nom de transhumance. Transhumance, en fait, c'est la montée des vaches dans les alpages pour la période estivale. Donc à partir de maintenant jusqu'à début octobre à peu près. La transhumance, on l'a remis en route quand on a ouvert la ferme auberge en 2004. Et depuis 2004, en fait, on a remis ça en place, la transhumance, pour partager avec le public notre métier en fait. Le public, on l'a dit, venu nombreux pour l'ambiance, pour la marche ou juste la tradition. La marche, la nature, les amis, voilà, on est venus en groupe et on va vivre ça ensemble. D'abord, moi j'aime la nature, alors c'est n'importe où qu'on peut se retrouver dans la nature et puis montrer aux gens ce que c'est que la nature, c'est mon rêve. Allez Gurli, hop. Allez viens. Un joli coin de nature en effet, une belle balade également, 3 km de parcours avec un dénivelé qui aurait pu en décourager plus d'un, que nenni. Tout le monde a suivi d'un bon pas les Vosgiennes jusqu'à destination, une marche d'1 heure environ. Accompagne aussi, donc on connaît, on aime quoi, donc voilà, si, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, ça vaut le coup. Après c'est des choses qu'on n'a pas chez nous quoi, on n'a pas ce déplacement, et puis ouais voilà, tradition, ouais, c'est rigolo. Et alors là c'est fini, comment c'est passé? Ça grimpe. Ouais c'est bien mais ça grimpe quand même. Hein. Une tradition qui perdure, des touristes ravis et à la fin un repas marquaire, histoire de faire aussi marcher les affaires. C'est bon pour les affaires parce qu'on est complet dans la ferme auberge. C'est la promotion du savoir-faire de nos produits de notre ferme, de nos fromages, cœur de massif, minster et yaourt et autres produits de notre ferme, aussi bien côté viande que fromager. Et donc oui, pour la saison, la ferme auberge, la restauration, c'est une belle saison qui s'annonce. Ouais. Une saison qui ne fait donc que débuter. Saulxures-sur-Moselotte a lancé le mouvement, mais d'autres transhumances sont attendues dans les jours à venir sur le massif.
Depuis près de 6 mois, les manifestations, entre autres de Gilets jaunes, continuent d'occuper l'espace public et notamment les centres-villes. Une ambiance de contestation qui nuit au commerce du cœur de ville de Nancy, même s'il a été relativement peu impacté par ces manifestations. Exemple avec ce chocolatier qui a noté un ralentissement de son activité. Ça a quand même un impact parce que ça a créé une atmosphère et une ambiance qui n'était pas trop festive, nettement moins que les autres années, et du coup ça a un petit peu réduit l'activité. Une ambiance quelque peu délétère à laquelle la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy et leurs partenaires veulent remédier en mettant en place des mesures pour aider les commerçants. Objectif, développer l'attractivité du centre-ville grâce à une grande opération appelée Samedi à 2 €. On a travaillé sur trois directions. La première direction, c'est simplifier l'accès du centre-ville. Ça veut dire un passe-journée à 2 €, autant de trajets qu'on veut chaque samedi de la fin mai à la fin juillet pour 2 €. Et puis le stationnement aussi de son véhicule en parking toute la journée pour 2 €. Voilà. Donc une opération samedi à 2 €, transport en commun, parking. Une opération à laquelle s'ajoute également tout un programme d'animation musicale les samedis, durant toute la période estivale, avec notamment des apéros-concerts, mais aussi de nombreuses déambulations musicales de type brésilienne dans les rues du centre-ville. Alors, le but de ce programme est de donner l'impression et de faire comprendre aussi à la clientèle que le samedi n'est plus un jour mort de commerce. Et c'est se dire que le samedi reste une journée importante de commerce et mettons en place des actions pour prouver en fait à la clientèle et à nos potentiels clients que la situation n'est pas catastrophique à Nancy et qu'il est bon de commercer en fait au centre-ville de Nancy. La municipalité de Nancy et ses partenaires misent donc sur l'esprit de fête afin de développer l'attractivité du cœur de ville. Un programme encore en cours d'élaboration qui vient s'ajouter aux événements annuels de la période estivale nancéenne.